Lui, c'est Johan. Il y a quelques mois, il est venu vers moi pour qu'on puisse se rencontrer sur Paris. J'ai mis un petit peu de temps à me décider, mais je n'ai pas regretté la démarche. Il y a quelques jours, je suis venu le voir chez lui, à Paris, pour comprendre vraiment sa démarche. Johan, c'est un artiste qui a mis son hypersensibilité au service de son art. Je sais que vous, hypersensibles, vous êtes très nombreux à avoir cette sensibilité artistique. Je voudrais vous partager sa démarche à travers l'interview qui suit pour que vous puissiez comprendre que tout est possible et qu'on peut vraiment développer une véritable force au service de son épanouissement à partir du moment où on fait le choix d'accueillir son hypersensibilité. C'est parti, vous êtes prêts? Ça commence. Salut Johan. Eh ben salut Steve. Ça va? Ça va super et toi? Ça va. Alors, je te remercie beaucoup de me recevoir chez toi. C'est un plaisir, merci à toi de me recevoir sur ta chaîne. Merci. Johan est venu me démarcher il y a quelques mois. Et en fait, j'ai trouvé ta démarche super sincère. Et je te le dis, je fais rarement cette démarche d'aller chez les gens. Là, je suis venu à Paris te voir pour t'interviewer et montrer à la communauté qu'on peut faire vraiment de son hypersensibilité un vecteur d'évolution. Et là, vous avez un cas très spécial. Vous allez comprendre à travers cette interview qui est atypique parce que c'est la première fois que j'interviewe un artiste. Et là, ça me plaît parce que je commence à ouvrir les perspectives, les champs, pour montrer que l'hypersensibilité ne se résume pas, tu sais, qu'à un cas d'études psychologiques et que quand on s'intéresse à ça, on peut vraiment ouvrir le champ des possibles. Alors, je te laisse te présenter rapidement pour que les gens sachent un petit peu qui tu es. Ok. Alors, moi je m'appelle Johan, j'ai 28 ans, je fais de la musique, c'est mon métier. J'écris et je compose des titres. J'ai sorti 2 premiers titres qui sont apparaître dans mon EP qui va bientôt arriver. Et je faisais partie avant d'un groupe qui s'appelle Arcadian, que vous connaissez peut-être. Voilà. Voilà, et j'ai eu la chance de faire 2 albums avec eux. Et voilà, maintenant je continue ma route en solo. Ok. Alors justement, tu parles de ton groupe Arcadian. Est-ce que tu peux m'expliquer ton cheminement? Comment ça a commencé cette aventure artistique dès le début? Alors, moi en fait à la base je viens de banlieue, donc j'ai grandi dans les Yvelines et très tôt j'ai vraiment commencé à faire de la musique à l'âge de 13-14 ans. Et c'est à l'âge de 17 ans donc, que j'ai arrêté mes études et que je suis monté à Paris pour faire de la musique. Donc au début ça se résumait à faire une école de comédie musicale, c'était un peu l'ultimatum de mon père imposé, tu veux partir à Paris, ok, mais tu fais une école. Donc j'ai fait une école de comédie musicale pendant quelques mois, ça n'a franchement pas trop abouti et après j'ai commencé à jouer dans la rue. Et c'est là que tout a commencé. Donc là, j'ai commencé vraiment à faire du métro, j'ai joué devant les bateaux mous, j'ai joué à Montmartre, et j'ai joué dans pas mal de jam sessions. Et donc là, j'ai rencontré les gars, donc Jérôme et Flo, avec qui j'ai fait Arcadian. Et 1 an plus tard, on s'est fait repérer par les équipes de The Voice. Et là, c'est ça qui est dingue, parce qu'ils m'en avaient pas parlé avant. Et là, tu me révèles ça juste avant qu'on commence l'interview. Donc vas-y, je te laisse. Non, oui, c'est vrai que je t'avais pas dit que j'avais fait The Voice, mais à la base, ouais, c'est comme ça que tout a commencé avec les gars. On s'est fait repérer, c'était fin d'année 2015. Et nous à cette époque-là, vraiment, je te dis, on joue dans la rue, enfin, on travaille pas, on vit dans un appart à 5, enfin vraiment, c'est une vie très spéciale, mais c'est une vie de jeunes de 20 ans qui font de la musique, quoi. Et The Voice, d'un coup, ça nous propulse sur TF1, devant des millions de téléspectateurs, avec un prime time tous les samedis. Donc là, ça a été une expérience incroyable pour nous, et à titre personnel, pour moi, c'était un rêve, quoi. Et derrière, on a signé chez Universal, on a fait un titre, Folie Arcadienne, qui a été direct propulsé dans les radios, aux télé et tout, donc ça nous a lancé directement, et puis après, tourné, tout ça, donc ça a été vraiment un épisode vraiment incroyable. Est-ce que c'était quelque chose qui était voulu, ou alors c'est le coup du hasard? Est-ce que c'est venu comme ça? Tu veux dire pour Arcadian, pour The Voice? Pour The Voice. Non, The Voice, vraiment, c'est un coup du hasard. C'est vraiment, après, c'est un petit milieu à Paris, donc dès qu'on fait de la musique, on se connaît un petit peu. Moi, personnellement, je connaissais Bruno Barberès, qui est directeur de casting de l'émission. Et en fait, pour tout te dire, c'était une répétition qu'on faisait pour un concert au Café de la Presse. On était dans un studio du 13e arrondissement. Et en fait, à ce moment-là, il y avait les présélections de The Voice. Et donc, il nous voit tous les 3 à la cafétéria et tout. Et il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On a un groupe, on fait de la musique. Ah ouais, c'est vrai, mais cette année, on peut prendre les groupes dans The Voice. C'était l'année suivante des Frérots de la Vega. Donc il y avait eu le duo des frérots, d'habitude c'était un chanteur, là 2, vas-y 3, on y va, tu vois. Et ils nous ont dit, est-ce qu'on peut venir écouter? Et on leur a fait écouter, et ils ont kiffé, et direct après, ils nous ont dit, si vous voulez venir repasser les auditions, let's go, quoi. Ok. Comment t'étais dans quel état émotionnel? Comment tu t'es senti dans ce moment-là? Parce que là, t'as 28 ans, Ouais, là j'ai 28 ans, ouais, à cette époque-là, j'en ai 20. 20 ans, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 20 ans quand il y a un truc comme ça qui te tombe dessus? Mais à ce moment-là, vraiment, c'est le destin. Je vais te dire pourquoi, parce qu'à la base, on était 4. Et que 2 mois avant, il y en a un qui nous lâche.
Et nous, on se dit, bah, on va pas tarder à arrêter, quoi. Vraiment, mais vraiment, c'est assez ouf cette histoire parce qu'on répétait sans doute un de nos derniers concerts, quoi. Donc c'est là où moi je crois de ouf au destin et à toutes ces choses qu'on maîtrise pas. Et là, en l'occurrence, c'en était une, c'est-à-dire que ça nous est tombé dessus, quoi. Donc moi, à ce moment-là, c'est de l'excitation, mais à la fois aussi un peu de méfiance parce que j'avais déjà fait un peu des castings avant et puis j'étais un peu un gros marginal à l'époque, donc j'étais plus en mode, ouais, la télé. Tu sais, j'avais un peu cette mentalité-là, donc j'étais pas trop à fond. Mais dès qu'on a commencé la phase d'audition et que j'ai vu qu'ils avaient de l'intérêt pour nous, ah là, bah, dans ma tête, ça y est, c'était parti, je dormais plus, je vivais plus que pour ça, tous mes proches étaient au courant, enfin voilà, j'ai vécu le truc vraiment à fond, quoi. C'est devenu très important parce que même moi, par rapport à mon parcours, j'avais pas mille occasions dans ma vie de faire quelque chose, entre guillemets, qui pourrait me faire vivre de ma passion et rendre fiers mes proches et moi, et donc ouais, non, c'était l'occasion, il fallait la saisir, c'était maintenant, quoi. Ok. Est-ce que c'est un truc que tu avais anticipé avant? Est-ce qu'avec tes potes ou même toi-même avant, tu te disais un jour je vais passer à la télé, un jour je vais vivre de mon métier, je vais vivre de mon art? Est-ce que tu as été surpris ou est-ce que c'est une suite logique de ce que tu avais préparé avant? Tout à l'heure, je te disais que j'avais un peu aussi un sentiment un peu commun, je crois, aux hypersensibles, c'est ce sentiment un peu d'être spécial et tout. J'ai toujours un peu eu ce sentiment que... Alors, je sais pas si c'était une croyance ou vraiment une motivation, mais je me suis toujours dit je vais y arriver. C'était plus une façon un peu de me buter le cerveau. T'avais cette certitude, cette conviction. Ouais, vraiment depuis toujours, j'ai toujours dit je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais en fait je me vois pas faire autre chose, donc je vais faire ça, quoi. Et donc je savais que ça passait par du travail, ça c'était sûr, mais ça passait aussi par du relationnel, et je pense que c'est là où a été entre guillemets ma force, c'est que j'ai jamais eu peur d'aller vers les autres, qui plus est même je me suis toujours balancé vers les autres, j'ai jamais apprécié d'être vraiment seul. Donc je crois que c'est ce qui m'a aidé à arriver jusque là, quoi. Donc à ce moment-là, ouais, je suis surpris parce que forcément c'est surprenant quand ça arrive, parce que même si on en rêve et qu'on travaille pour, bah, le jour où ça arrive c'est quand même un peu une claque. Mais je suis concentré surtout, je me dis là c'est bon. Là, j'ai conscience d'où j'ai mis les pieds, avec qui j'ai mis les pieds et ce qui est jouable. Oui. Et à moi à ce moment-là, bah ouais, forcément forcément c'est de la télé, donc il y a quand même un peu de mise en place et tout, donc voilà, on réfléchit à comment on va se présenter, ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, et là ça devient très technique, mais à la fois c'est passionnant, parce que je me dis putain, c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie en fait, et là j'y suis, donc mais conscient que c'est l'étape 1, quoi. Ouais. Après derrière il faut le reste, quoi. Alors justement, pour la suite, quand tu étais avec tes potes, comment ça s'est passé, l'aventure télévisuelle? Comment tu as vécu les choses émotionnellement? Bah, c'était très 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 puissant, hein. Comme je t'ai dit, c'était vraiment très 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 motivant parce que forcément bah, ça marchait, donc le public vraiment votait pour nous chaque semaine, on passait les étapes, on avançait, on voyait des gens arriver sur nos réseaux sociaux. D'un coup, en fait, pourquoi, entre guillemets, je pense n'importe quel musicien ou artiste te le dira, je pense qu'il y a besoin de reconnaissance quand on fait ce métier, forcément, le jour où ça arrive, ça te remplit. Ça te remplit d'une joie, ça te remplit d'une confiance et ça te booste, ça te rend meilleur. Donc forcément, d'un coup, tu as des idées, tu es inspiré, tu vas vers les autres et tout. Donc non, à ce moment-là, c'est vraiment le rêve. Hein. C'est vraiment la partie, je crois, même l'une des plus belles parties, c'est le début. Hein. C'est forcément quand ça arrive. C'est l'enthousiasme. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la découverte. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui est devenu ce projet-là, Arcadian? Eh ben, Arcadian, ça a duré au total 5 ans. Ça a fait 2 albums, on a fait plus de 300 dates, on a été T'as fait des salles de concert? Ah oui, bien sûr, ouais. Okay. Ah ouais, on a fait le Bataclan sur le premier album et on a terminé à la Cigale sur le deuxième. Excellent. Puis même quand on est sorti de The Voice, on avait Matt Pokora qui nous avait offert une tournée des Zéniths en première partie, donc on avait fait vraiment des très grosses salles, on a fait l'Olympia plusieurs fois aussi, pas en tête d'affiche mais sur des coplateaux et tout, donc vraiment on a fait des très très belles salles pendant 5 ans. Et puis voilà, au bout d'un moment, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, on est arrivé à un stade où voilà, on avait fait le tour un petit peu de ce qu'on pouvait raconter déjà nous, dans notre histoire personnelle en tant que groupe, voilà, qu'est-ce qui nous liait, qu'est-ce qui nous faisait envie, on avait vraiment tout fait, quoi. Et après il y a eu le Covid aussi, qui nous a un peu freiné un peu dans toute notre progression. Flo est devenu papa, et comme je te disais, moi aussi à côté j'avais envie musicalement d'aller vers autre chose. Moi aussi je commençais aussi à me découvrir. Je pense que c'est arrivé une période de ma vie où j'avais 20 ans, j'étais pas totalement fini, je pense que j'étais un peu encore en grosse construction, et qui plus est en plus j'ai chopé tellement d'amour comme ça en 4 ans à grosse dose que quand ça se calme on sent le fond qui remonte un peu. Et moi je sentais à ce moment là que j'avais besoin de m'occuper un peu de moi. Parce que j'étais fatigué moralement et physiquement et artistiquement. D'accord. Ah, c'est dingue parce qu'on n'en avait pas parlé en off de ça, mais quand on est une personne très sensible comme toi et qu'on vit des concerts,
c'est hyper intense, la scène. Comment on parlait de vagues tout à l'heure, comment t'as vécu toutes ces vagues d'émotions J'imagine que tu peux pas rester insensible à tout ça, que ça doit te transformer au fond. Je pense que c'est la drogue la plus forte que j'ai jamais prise. Non, je pense que moi, même je te parlerai même du premier concert que j'ai vécu dans ma ville, la fête de la musique, avec ma guitare, et j'ai 14 ans, la première applause. C'était quelque chose de très très puissant pour moi, et c'est comme une drogue, t'as envie que ça revienne. Et moi, je disais souvent, et même mes potes me l'ont souvent dit quand je sortais de scène, je mets 4 heures à redescendre. Ouais, je mets littéralement. Non, c'est impossible. Je suis dans une excitation, je parle à tout le monde. Et c'est même fatigant parce que plus tu fais des concerts, plus tu as des tournées, et plus en fait tu payes le prix de toutes ces afters, de tous ces trucs que tu as. Et en fait, moi, j'ai toujours été très pris par ça. À partir du moment où je rentre sur scène et quand j'en sors, c'est vraiment un autre moi. Je peux pas l'expliquer. C'est vraiment, je me dissocie vraiment en deux personnes. Et oui, c'est un moment où je suis en parfaite connexion avec les gens, et je ressens aussi si les gens, par exemple, ne le sont pas avec moi. Donc il y a des soirs, par exemple, où je vais être totalement à l'aise, je vais tenter des blagues qui vont marcher, et je vais faire des trucs où je vais improviser un peu autour de mon fil rouge, et des fois où je vais m'en tenir vraiment au fil rouge parce qu'il faut que ça se finisse vite, quoi, tu vois. Et il y a eu il faut pas mentir aussi, il faut pas dire que c'est tout le temps génial. Il y a des salles aussi, des fois, ou des soirs où t'es pas dedans. Ça prend pas. Le son, un truc qui te dérange, parce que tu parlais souvent dans tes vidéos et je me reconnais vachement là-dedans, je suis très sensible au son, donc si j'ai un bon confort, je vais être totalement différent de si j'en ai pas, et donc toutes ces choses-là, ça joue beaucoup, donc être hypersensible dans ce cas de figure-là, c'est très bien, parce que je pense qu'on ressent les énergies mieux que personne dans un moment où on a besoin de les ressentir, mais on peut être aussi très vite déstabilisé. Absolument, ouais, tu parles d'énergie, et effectivement... Je comprends tout à fait. J'ai animé des conférences, donc il n'y a pas cette dimension artistique où tu joues avec tes tripes et tout, mais quand même tu te connectes avec ton ventre au public. Bien sûr, et puis même tu dois sentir le fait d'avoir tant de personnes dans une pièce réunie, notamment en plus avec le regard qui est dirigé vers toi. Tout ça, il y a quelque chose où tu établis une connexion avec ces gens-là. Moi, j'ai souvent eu même je me rappelle les comédies musicales que je t'en parlais tout à l'heure, il y a des profs qui me disaient de fixer un point au fond de la salle, et moi j'ai jamais été d'accord avec ça. Je regarde les gens, j'ai besoin de connecter avec eux. Si je vois un mec qui accompagne sa copine et qui vraiment il est saoulé d'être là parce qu'il avait pas envie d'être là, bah lui, je vais l'éviter un petit peu parce qu'il va pas m'envoyer une bonne énergie. Par contre, le groupe de copines sont venues ensemble voir le concert, qui elles sont trop contentes d'être là, elles vont m'envoyer quelque chose à ce moment-là. Et là, c'est ta ressource, ça te donne de l'énergie. Et là, ouais, c'est le bonheur, c'est ça le vrai bonheur pour la personne sur scène, c'est de capter ces choses-là et de s'en servir après pour le mettre au service du concert, de l'énergie et tout, quoi. Ok. Est-ce que tu considères que ton hypersensibilité a été un levier au service de ton art? Que au service de mon art. non, je rigole. Pas que, mais en tout cas, mais oui, ça a été vraiment un levier, parce que je pense que c'est ce qui fait que je peux passer des heures et des heures à faire ça sans avoir l'impression de travailler une seule seconde, je pense. Ouais. Ça, c'est de la passion, mais je pense que oui, ça m'a aidé à détecter certaines choses, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, évidemment, mais je pense qu'avant tout ça, il y a aussi une certaine faculté à être touché par une musique, par un texte. Moi, c'est surtout les textes qui me touchent beaucoup, donc je pense que oui, ça m'a aidé. Ça te nourrit? Ça arrive en tout cas à t'aider dans ton processus créatif? Bah, tous les jours, oui, parce que forcément, moi en plus, j'ai une écriture qui est très directe. Je parle beaucoup des choses qui me touchent au jour le jour, donc forcément, le fait de vivre ça quotidiennement depuis des années, ça m'a toujours inspiré dans mes relations, parce que je parle beaucoup de relations, et dans mon vécu, dans mon approche, c'est tout le temps en compte, quoi. Ça rentre toujours en compte. Ok. Est-ce que utiliser le chant comme mode d'expression, ça a un impact sur la gestion de tes émotions? Est-ce que tu sens que ça te fait du bien? Est-ce que tu sens que c'est cathartique et que ça te permet de trouver un équilibre pour toi, de chanter en public? Parce que là, vous ne voyez pas, je vous montrerai tout à l'heure, où je vais faire je vais filmer pendant que... Voilà. Johan prend son ampli et il va dans des parcs, il va chanter en public. Et c'est un truc de fou quand même, parce que tu te mets en danger, tu t'exposes quelque part. Alors là, c'est un projet que j'ai pas encore fait, justement, mais c'est bien justement pour en parler ici, mais c'est un projet que j'ai. C'est de revenir un peu à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que j'ai vécu justement, comme je te disais tout à l'heure, dans mes débuts, où je jouais dehors. Et c'est un exercice qui est très bien, parce que c'est aller chercher un public qui t'attend pas. Ouais, et mais donc, tu te mets en danger. Ouais, mais c'est pas, je vois pas ça comme ça, je vois plus le côté, je viens vous imposer quelque chose un peu, et j'aime cette idée en fait de venir... Proposer plutôt. Voilà. Ouais, moi je vois même ça comme imposer, parce que c'est vraiment, de la rue, c'est quelque chose où vraiment, où les gens s'y attendent pas, donc c'est imposé à eux, c'est vraiment... Alors si tu viens voir un coplateau avec des artistes, tu sais que tu vas écouter... Moi vraiment, je me dis, je vais me planter dans un endroit, et si tu passes par là, cet endroit-là,
tu vas capter ma musique. Et pour moi, déjà, pour moi, c'est comme une façon en fait de faire ma musique comme si j'étais dans ma salle de bain. Moi, j'aime bien cette idée de m'approprier la place et de me dire, vas-y, je ferme les yeux et je suis pas ici en fait. Et d'ouvrir les yeux et de voir si ça a touché des gens et de voir si ma musique a capté les gens, tu vois. C'est vraiment le truc qui me ferait kiffer. Et en plus, qui plus est, aujourd'hui, ça a aussi un aspect stratégique parce que bah, je suis en développement, donc j'essaie de faire connaître ma musique. Et je suis quelqu'un de Paris, donc je me dis que je dois me servir de ma ville pour Oui. exister, quoi. C'est pour moi le plus important. Je pense que on est riche ici culturellement, il y a énormément de monde, il y a plein de gens qui passent dans la rue et ce serait bête de s'en priver. Ouais, mais je trouve que c'est plein d'humilité parce que t'as été sous le feu des projecteurs, t'es passé à la télé. Il y a des mecs comme Oxmo Puccino qui te suivent sur Instagram. Et en même temps, tu décides de retourner dans la rue. Et je trouve que ta démarche, elle est pleine d'humilité. Et je suis sûr que t'as pas l'impression de retourner à la case départ. Au contraire, tu viens rechercher quelque chose de nouveau. Bah encore plus avec justement ce que j'ai vécu avant, pour moi ça a encore plus de sens de le faire maintenant. J'aurais pu me dire vas-y je vais essayer de démarcher une équipe qui va me mettre dans un confort de vie et d'image où je arriverai comme... Mais déjà je n'ai pas la prétention, et en plus même Arcadian ça a marché mais on n'a pas non plus été un succès interplanétaire, tu vois ce que je veux dire, donc il n'y a aucun intérêt d'ailleurs d'arriver comme si j'étais attendu ou quoi, non pour moi personne m'attend et moi-même en fait, donc je me dis vas-y je vais faire ma musique et me faire kiffer. Oui donc moi j'avais vraiment, moi là ça fait 2 ans que je fais mon EP, que je suis en studio et en fait à un moment donné j'ai besoin de retrouver le contact avec les gens parce que comme tu disais juste avant c'était ça la base de la question, je m'égare, faut pas hésiter à me... Mais tu me disais oui, est-ce que c'est quelque chose de bien pour toi de chanter, est-ce que ça te fait du bien? Oui c'est ça, c'est le plus important pour moi, ça doit être au centre. Ok. Il faut que je puisse être un performeur avant d'être un producteur, un auteur, un compositeur. Je suis avant tout quelqu'un qui performe, c'est ça que je sais faire de mieux, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où tu ne crées pas, où ça t'arrive dans ton quotidien plusieurs jours d'affilée de pas créer? Ça ne m'était pas arrivé pendant les 25 premières années de ma vie, et de plus en plus, j'essaie de lâcher un peu. De plus en plus, j'essaye parce que j'ai mis beaucoup de choses de côté de ma vie personnelle pour la musique tout ce temps-là qui au final m'ont pas servi et qui m'ont pas fait du bien. Donc aujourd'hui, j'essaie d'attacher plus d'importance par exemple à ma famille, à mes amis, à mes proches parce que quand on est en tournée avec Arcadian pendant 4 ans, on n'a vraiment pas eu de vie. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai recentré un peu ces choses-là en priorité et ça me fait énormément de bien. Donc je veux pas. Voilà, j'essaie de faire un équilibre entre les deux, mais ça restera quand même toujours une grande partie de mon temps, quoi. Ok. Là où je voulais t'amener, c'est est-ce que le processus créatif, c'est une soupape pour toi qui te permet justement de trouver un état d'équilibre? Est-ce que ça te permet de retrouver de la stabilité? Ça me permet de faire le point. Ça me permet de faire le point, c'est souvent ça, ouais. D'être conscient de tes émotions, de ce qui te traverse? Bah oui, parce que forcément, si tu arrives en studio et que tu es animé par une joie ou par quelque chose de très euphorisant, tu vas aller plus vers ça dans ce que tu vas créer, dans tes textes, dans ta musicalité. Ok. Et donc forcément, ça se transmet. Moi, quand je prends ma guitare et que je joue quelques accords, je vais jouer des accords mélancoliques si je le suis, ou heureux si je le suis. C'est qu'un prolongement finalement de ce que je ressens, quoi. Ok, donc tes émotions sont ton matériau de base en Ouais, fait. bah oui, complètement, bien sûr. Ok, donc Bien sûr. tu vis parfaitement tes émotions. Et... Pour la musique, ouais, en tout cas. Ouais, ok. En tout cas, c'est mon langage, c'est plus facile. Oui. C'est plus dans ce sens-là que je pourrais si je dois donner une image précise. Ouais, j'entends. Qu'est-ce que ça t'apporte dans le quotidien de t'exposer, d'avoir des projets artistiques comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte une estime de moi. Ouais. Et je te disais que du coup, là, en ce moment, j'ai commencé à faire des petits boulots et que ça m'a fait rendre compte à quel point, si je passe mon temps et mon énergie à faire quelque chose que j'apprécie pas forcément, dont j'ai pas une passion, bah, ça joue énormément en fait sur mon mental, sur ma façon de me sentir, et je sais que je peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai l'impression d'être voué à faire, à savoir de la musique depuis toujours. Ok. Donc oui, effectivement, ça m'apporte de l'estime. Ok, super. On y arrive, t'inquiète, c'est parfait. Très récemment, tu as sorti un EP sur l'hypersensibilité, et c'est un petit peu là-dessus que tu t'es servi d'accroche pour qu'on se rencontre, et je trouve que ta chanson elle est super bien, je l'ai mis au tout début du générique. Quel est ce titre? Le titre de l'EP, c'est Hyper Beau. Et c'est effectivement le titre Hypersensible qui a lancé un peu toute la conception de l'EP. J'ai gardé vraiment le côté hyper parce que je trouve et je sais que c'est un peu ce qui me correspond. Et j'avais envie de jouer sur cet axe-là un peu d'extrême, un peu aller dans l'extrême sensibilité, dans l'extrême joie, dans l'extrême Paris. Parce que par exemple, je vais sortir un titre qui s'appelle Paris où vraiment je vais raconter assez crûment ma vision de cette ville. Et voilà, j'avais envie que ce soit mon premier EP, mon premier projet, parce que je pense que c'est l'essence même de ce que je suis.
Et après, ça va me permettre voilà, d'aller explorer plein d'autres choses. Mais, Ok. mais ouais, je suis assez fier de pouvoir porter l'hypersensibilité à mon image et à ma musique parce que je pense que c'est un sujet qu'on ne traite pas souvent, voire qui est peut-être encore un peu tabou par moment et dans certains domaines. Donc je suis très content. Qu'est-ce qui t'a amené, justement pour le titre Hyper Allo, Mhm. qu'est-ce qui t'a amené à... Quelle était la démarche pour concevoir ce titre? En fait, la démarche a été très simple. J'étais avec Vincha, donc celui avec qui j'écris souvent tous mes titres. Et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une carte d'identité un peu? On essayait de se dire que, ok, bon, on a connu Yo à travers Arcadian, salut. Claude, mon chat. Voilà. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour voilà, se dire, imagine là, les gens ils te découvrent après Arcadian et ils ont une musique, tu dois te décrire, qu'est-ce que t'es, tu vois. Et moi, à cette époque de ma vie, c'était vraiment un moment un peu de grosse remise en question sur plein de choses et j'avais envie de dire, en fait, je porte un masque. Voilà, je me suis dit, viens, on fait une chanson sur ce qu'il y a sous le masque en fait. Mhm. Et on va essayer de trouver des images assez fortes qui pourraient faire en sorte que ce soit pas assez personnel, mais que les gens puissent se reconnaître aussi là-dedans. Et voilà, cette image de clown, moi je trouve que elle est très juste parce que je suis quelqu'un qui est souvent dans l'humour, qui est souvent dans le bon vivant. Voilà, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues, je suis toujours voilà, La convivialité. la convivialité, voilà exactement. Donc, et pourtant, au fond, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui a aussi besoin beaucoup d'être seul pour pouvoir intérioriser toutes ces choses-là. Là, je te parlais tout à l'heure de ma safe place, là, ici, Ouais. tu vois, où voilà, je me retrouve très souvent sur ce canapé tout seul. Et c'est important pour moi. Et voilà, j'avais envie de mettre ça un peu à jour, tu vois, de me dire, bon, bah, c'est bien ce que vous voyez depuis le début, parce qu'en plus, les gens, du coup, ils sont un passif, ils m'ont vu jeune, à la télé, avec les groupes et tout, et j'ai toujours eu cette image de mec un peu bout en train, tu sais, toujours le rigolo et tout. Mais c'était pas que ça, et c'était important pour moi d'arriver sur ce projet solo, et de montrer, bon, bah voilà, vous connaissez Johan à travers le groupe, mais voilà, il est temps maintenant que je vous présente Yo. Et c'est pour ça d'ailleurs, en vrai, que je m'appelle Yo aussi, c'est parce que. C'est un diminutif de Johan, il y a Johan et il y a Yo. Et Yo, c'est celui que je décide de montrer. Quoi. Ok. Voilà. Et donc, quelles sont les conséquences d'avoir sorti ce titre? Est-ce que ça a aidé des personnes à mieux reconnaître ce trait de particularité que tu as? Ben ouais, de fou. Même j'ai beaucoup de gens qui viennent m'écrire, même par rapport à Hypersensible ou Hyper Allo, et j'ai eu énormément de messages, même de gens qui me suivaient déjà et qui ont été touchés de voir que je l'ai fait entrer un peu dans mon intimité. Ouais. Donc ouais, non, je retiens un vrai soutien là-dessus. Après, je me rends compte que c'est encore un peu tabou. Il y a justement, on en parlait tout à l'heure un peu en off, Il y c'est a encore encore la des pudeur. gens voilà, bah, il y a déjà, outre les messages de haters, de gens qui disent oh, t'as juste à faire un coming back. C'est comme ça qu'on dit? Un coming Ouais. out. Pardon, je suis un ouf. Un coming out. Enfin, ouais, t'as toujours des messages un peu comme ça, un peu nuls. Et après, t'as beaucoup de gens encore, voilà, qui voient encore l'hypersensibilité comme quelque chose, justement, de mauvais, Ouais. comme un défaut. Et donc ça, c'est plus encore un travail de fond à faire sur ça, sur la perception des gens, de l'hypersensibilité des gens. Quoi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un message à partager à la communauté sur le fait de construire autour de cette hypersensibilité et ne pas en faire, tu sais, un bâton avec lequel on va se Ouais, fouetter, quoi. bah ça, je pense que tous les hypersensibles se reconnaîtront là-dedans, on a tendance souvent à se fouetter avec ce bâton nous-mêmes. Ouais. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà bah, de s'accepter soi, parce que je pense que en s'acceptant, bah, forcément, on va générer en nous des bonnes énergies, on va véhiculer cette façon d'être et on va donner un aspect très positif à ça, donc les gens vont le comprendre. Et après, moi, je mettrai le point sur l'importance du cercle, en fait, des gens qui nous entourent, parce que je pense que c'est le plus important, c'est de s'entourer de gens voilà, qui t'ont accepté et avec qui tu auras su mettre tes besoins devant. Quoi. Et ça, c'est le plus important de les mettre devant, de savoir vraiment ce dont on a besoin pour être bien, pour être en harmonie avec nous et avec les autres. Et que les gens comprennent et que tous ensemble, comme ça, on est un sorte de cercle un peu rassurant. Et ça nous permettra parfois de sortir de ce cercle et de ne pas être forcément trop angoissé à l'idée d'en sortir. Et moi, c'est ce que j'apprends aujourd'hui. Des choses, comme je te disais tout à l'heure, de mettre plus en avant la famille, les proches et tout, c'est parce que j'ai compris que sans ça, en fait, sans ce petit moule un peu justement chaud, j'ai envie de l'appeler comme ça, Réconfortant. réconfortant, bah, c'est dur. C'est Ouais. dur d'évoluer dans la société et de faire face aux autres et aux perceptions des gens. Et comme c'est quelque chose qui nous atteint beaucoup, Ouais. quand on est rassuré au quotidien dans plein d'éléments, ça nous aide à faire face. Enfin, Ok. moi, c'est comme ça que je le vois. Quoi. Donc tu es en train de me dire que pour faire de cette hypersensibilité un levier d'évolution, tu accordes toi beaucoup d'importance aux personnes auprès desquelles tu t'entoures. Ouais, c'est mauvais. Ah non, du Ah, tout. ok, d'accord. Non, oui, bah, il y a peut-être un peu de dépendance là-dedans. Enfin, faut pas, tu vois, non plus tomber dans la dépendance affective. C'est pas non plus ce que je veux dire par là, mais je pense que
Tu t'entoures de personnes bienveillantes voilà. qui t'encouragent. Je pense que l'hypersensibilité, en fait, une fois qu'on la reconnaît en soi, on sait la reconnaître chez les autres aussi. Et il faut savoir reconnaître chez les autres les choses qui vont nous faire du bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir ce cocon. Et quand je parle de cocon, c'est pas forcément 10 personnes. Hein. Ouais. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être une sœur, ça peut être son père, un ami, peu importe. L'important, c'est voilà, de se sentir compris. Et après, voilà, d'ouvrir les yeux sur ses besoins. Quoi. C'est vraiment le plus important, je trouve. Souvent, l'hypersensible, il pense souvent aux autres et il s'oublie lui-même. Oui, moi, j'avais écrit une chanson comme ça où je disais, ouais, je ressens le besoin d'être parfait, je me tape une pression de l'enfer. Je suis vivant, bienveillant avec les autres, mais je suis dur avec moi-même. Et c'est totalement. En fait, voilà, c'est ça, c'est que je suis vivant, je le montre à tout le monde en profite, mais il y a souvent l'hypersensible qui, lui, s'oublie là-dedans. Oui. Et je pense que c'est le plus important. Ok. Durant ton ascension artistique, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont vraiment été très importantes sur ton chemin, hormis tes potes avec qui tu as créé Arcadian? Est-ce que tu as eu des personnes ressources qui étaient là pour t'aider à tenir le coup? Parce que j'imagine que tu devais vivre des ascenseurs émotionnels avec la scène, avec tout ça. J'ai plusieurs mentors et j'en ai un notamment, celui qui était le manager d'Arcadian, qui encore aujourd'hui est un très très bon ami. Et qui a été artiste, qui l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, je sais pas de ça passer, mais qui a eu une carrière d'artiste dans sa jeunesse, et qui s'appelle Benoît Constant, et encore aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui, même humainement, me stabilise beaucoup, c'est quelqu'un que j'appelle souvent pour avoir des conseils, et puis après, voilà, j'ai la chance d'être amoureux, d'avoir ma copine avec qui je peux partager beaucoup de choses et qui me comprend. Et... Petit message à toi qui nous regarde. Et voilà, et puis les amis, la famille, c'est le plus important, enfin voilà, c'est vraiment, généralement, c'est déjà autour de nous. Le plus dur, je pense, c'est de faire un certain tri. Je pense qu'à un moment donné, il y a des moments où il faut en faire. Ouais. Moi, ça a été récemment, j'ai fait un gros tri. Mais parfois, c'est bien aussi. Il faut savoir faire des choix. C'est se respecter soi aussi. Ouais, et puis souvent, faire des choix aussi, si on parle aussi de l'hypersensibilité, c'est aussi quelque chose d'un peu difficile. Et je pense que le jour où on arrive à les faire et qu'on voit le positif derrière, c'est que bon pour la suite, je pense. Ok. Alors, on n'en a pas parlé avant l'interview. On ne s'est même pas briefé là-dessus. Quand on avait échangé, c'était quand j'étais à Porto, on a échangé par téléphone, on s'est dit on va faire un événement. Ouais. Et est-ce que tu peux en parler, même si on n'a pas encore de date là, immédiate, mais ça va venir très rapidement. Est-ce que tu peux expliquer le concept? Bien sûr. Et alors en fait, comme l'a dit Steve, j'ai sorti un titre qui s'appelle Hypersensible, et après ce titre-là, j'ai eu pas mal de retours en fait sur mes réseaux sociaux, de gens de tout âge, de tous horizons. Ouais, t'as une bonne visibilité. Voilà, donc du coup, j'ai échangé avec eux pas mal, et puis c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'évoque pas assez, je pense peut-être. Et je me suis dit, voilà, comme ça, vu que on parlait tout à l'heure justement de la rencontre, de la rue, tout ça et tout, moi je suis dans ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit événement où d'un côté je pourrais moi faire mes chansons, vous présenter mon EP, on pourrait échanger autour de l'hypersensibilité, Steve sera là, hein, parce que voilà, c'est le but aussi, c'est qu'on fasse à deux. Et puis voilà, le but serait d'échanger, de faire des petites vidéos, pourquoi pas à la fin un petit verre tous ensemble, et puis ça pourrait être très sympa, quoi. Ouais, tu sais, moi aussi, je suis énormément en ligne. Mon travail, toute mon énergie est en ligne et j'accorde beaucoup d'importance au présentiel. Je pense qu'on en manque aujourd'hui. On en manque. Depuis le Covid, tu m'en as parlé que c'était une période pas facile. En effet, je pense que ça a brisé beaucoup de liens et je pense que c'est important de reconstruire des liens. C'est ça. Et je crois que c'est ce que tu fais à travers ta démarche où tu vas aller chanter dans des parcs en public. Exactement. C'est de laisser la chance aussi aux autres de venir créer du lien avec toi. Bah ouais, et puis le spontané, quoi. La découverte aussi. Bon, là, c'est un truc qu'on va prévoir, mais je veux dire, en règle générale, je trouve qu'on parlait d'énergie tout à l'heure, on est beaucoup plus en phase avec ça. Moi, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de discuter, j'ai envie d'apprendre les histoires des gens, de pouvoir échanger. C'est toujours important. Et puis voilà, je trouve que c'est un bon moyen aussi, on va pas se mentir, moi je fais aussi ma promo par rapport à ma musique, et moi je trouve que voilà, c'est un bon moyen pour moi aussi de rencontrer les gens au travers de ma musique, mais aussi sur un sujet qui peuvent les toucher eux, personnellement, dans leur vie de tous les jours. Donc si on peut lier, moi j'aurais adoré à l'époque que par exemple un artiste que j'adore me parle de quelque chose qui me touche et qui me propose de venir en parler avec lui. Donc moi j'essaie de penser aussi à ça dans l'autre sens, de me dire qu'est-ce que je peux proposer d'intéressant pour ceux qui me suivent. Comme avait fait Oxmo Puccino avec toi. Mais non, mais ça... Tu peux raconter l'anecdote? Non, Steve en fait alors il arrive et il me dit mais j'ai vu que t'avais Oxmo Puccino. Moi c'est un de mes rappeurs préférés. Mais oui, je le mets. Mais la petite histoire, c'est juste que je vivais dans le 19e, je devais avoir... c'était au moment de The Voice, hein, je devais avoir 21 ans. Ouais. Et je vivais rue de Nantes, précisément. Je peux le dire parce que je crois qu'il y vit plus, lui. Enfin, peut-être plus là. Et en fait, je le croisais souvent en fait, sur les quais Canal de Lourdes, il y avait un petit café, il était souvent là avec des copains à lui. Et en fait, moi, je traînais souvent là-bas. Donc en fait, je l'avais croisé plein de fois, j'avais parlé plein de fois avec lui.
Et c'est la dernière fois où je l'ai vu que je me suis rendu compte en fait que c'était Oxmo Puccino. Voilà, c'est un pote qui me l'a dit, il m'a dit mais t'es au courant que c'est... Bah non, et voilà, après je l'ai su comme ça, je l'ai suivi sur Insta, il m'a suivi, et puis voilà, on s'est jamais revu depuis, mais voilà, j'ai Oxmo qui me suit quoi. On croise les doigts. Alors, pour revenir à nos moutons, pour l'événement qu'on va programmer, on n'a pas encore la date, mais moi ce que je vous propose c'est que vous cliquez sur le lien dans la description, vous envoyez votre email, et puis moi je vous enverrai une newsletter qui vous avertira de la date. Évidemment on va faire ça en amont, on va prévoir le lieu, la date, l'heure. Exactement, ce sera sur Paris du coup. Ce sera sur Paris. Donc désolé pour tous ceux qui ne sont pas par exemple, mais je pense qu'on fera un petit récap, ça pourrait. Ouais, bien sûr. On trouvera le moyen de faire un petit récap de tout ça. Carrément. Donc une fois que vous avez entré vos coordonnées, moi je vous enverrai toutes les infos en temps et en heure pour qu'on puisse se retrouver. Et puis toi Yoann, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, bah moi mon Instagram c'est Yopina, YOPI2NA, et puis bah pareil sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux. Là du coup je prépare mon EP. Ouais. Je pense qu'au moment où la vidéo sortira, peut-être qu'il sera sorti, voire même mon tout nouveau single qui arrive, Paris. Bon, je m'avance un peu, je sais pas trop. Mais voilà, vous pouvez suivre mes actualités sur les réseaux sociaux et puis peut-être à Paris, si vous vous baladez, peut-être que vous me croiserez. Ok, dans quel quartier? Il y aura un peu de tout, mais on va centrer le nord, donc peut-être le 18e, Pigalle, Montmartre, ces endroits-là. Ok, ça marche. Voilà. Merci, ouais. Merci à toi. Ouais, merci, je suis ravi. C'est la première fois que je fais une interview hors cadre et je crois que, à l'instar de toi qui va aller chercher à nouveau des nouvelles manières, tu sais, de récolter des contacts, moi j'ai envie de plus en plus d'élargir mon champ d'action et je suis content que ça commence par toi. Bah écoute, je suis très honoré. En plus, je te l'ai dit tout à l'heure, je le redis, moi c'est incroyable pour moi. Ce monsieur, je l'ai vu dans les pires situations de ma vie, je regardais ses vidéos YouTube, qu'est-ce que je fais moi. Et je suis sur son canapé. Et maintenant il est sur mon canapé, donc quand même la vie est bien faite. C'est ça aussi qui est beau avec les réseaux sociaux, ouais. Finalement. On parle du mauvais, mais aussi du bon, hein, c'est ça qui est... À partir du moment où on matérialise et on franchit le pas pour bien se sûr. rencontrer en vrai. Et moi je suis très très fier d'être le premier sur ta chaîne YouTube et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et très heureux d'avoir fait ta connaissance en vrai. Bah merci beaucoup. Vraiment. Et puis nous on va finir notre petit thé à la narnar marocaine. Allez, slama. Mon cœur ne sait qu'être sincère. Et bah parfait. Plus rien à C'est dire. pas incroyable, ça c'est dans ta tête. Moi je garde l'essentiel. Je suis sensible, Quelle dose. sensible. Mon cœur ne sait qu'être sincère. Quand plus rien n'a de sens. Moi je garde l'essentiel. Je suis sensible.